Je m'appelle Julia, je suis sortie de la Fémis il y a 10 ans, je suis chef opératrice et étalonneuse et je suis au Festival de Cannes pour accompagner Libre Garance de Lisa Diaz qui est mon premier long métrage en tant qu'opératrice et qui est sélectionné à Cannes Junior. Remanta, un court métrage d'Antoine Bialas à la Semaine de la Critique. Samy la Fugue de Vincent Tricon pour le prix Unifrance et j'ai étalonné le documentaire La Colline de Lina Strimova et Denis Gerbrandt qui est sélectionné à la CID. Alors quand Aurélien Pantom m'a proposé de tester la Sony Venice 2, j'étais à ce moment-là en train de travailler sur un long métrage qui avait comme décor à 80% du scénario un appartement, un petit appartement type HLM avec des murs blancs. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour quand même donner du volume dans ces petits espaces. Donc là, tout de suite, j'avais évidemment envie de travailler avec du grand capteur. Et comment faire pour ne pas être en aplat dans des lumières, dans des petits espaces. Est-ce que je pourrais travailler avec une caméra sensible qui me permettrait de moins éclairer ou de pouvoir modeler, en tout cas, dans les basses lumières, en utilisant la sensibilité d'une caméra. La Sony Venice 2 n'était pas sortie et c'était plutôt un enjeu sur la Sony Venice 1, mais j'étais très contente de la tester en pensant à ça, à ces images-là. Et du coup, j'ai surtout travaillé sur les basses lumières. Je me posais des questions sur est-ce qu'au final, la définition changeait la perception d'une image sombre. Est-ce que le grain en était modifié? Est-ce que le visage avait une lecture différente? C'était pas l'enjeu de tester la sensibilité en soi de la caméra parce qu'on connaît quand même la Sony Venice 1 et c'était pas pour la prendre en défaut, c'était plus pour voir qu'est-ce que je gagnais ou pas la différence entre le 5K et le 8K. Donc j'ai fait des essais dans ce sens-là en faisant le même plan en prenant différentes tailles de capteurs. Et à la conclusion, effectivement, je trouve qu'on sent quand même que quand le grain s'affine en 8K, il y a quand même ce changement qui est perceptible dans les basses lumières. On gagne une sensation de définition, en tout cas à l'œil. On a des transitions sur les visages, des transitions dans les basses lumières, dans le pied de courbe qui sont tellement élégantes, tellement lisibles, que j'ai eu la sensation qu'un visage, un gros plan, pouvait, avec à peine la réflexion d'un mur blanc en face, se lire un peu plus longtemps, être plus modelé, très doux, en lumière très douce, en rebond en permanence, ce qui commence à modeler le visage. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de le constater. Effectivement, il y a une différence sur la finesse du grain. À l'intérieur des basses lumières, il y a une séparation de couleurs possible à l'étalonnage parce qu'elles sont encore toutes existantes. On n'est pas sur des montées de rouge ou de vert indécent, ce qui est souvent le cas quand on commence comme ça à moins faire entrer de la lumière. C'est sûr que c'est rassurant. Enfin, il y a quelque chose de possible dès la prise de vue. On n'est pas déjà en train de compenser à comment on fera l'étalonnage. Comme je fais de l'étalonnage et que j'étalonne les images que je fais, je suis plutôt en train de réfléchir de manière assez globale quand l'image se crée, mais enfin bon, après comme tout le monde. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas avec les essais que j'ai faits en comparant le 5K et le 8K pour voir comment le grain change, ou se jouer, je dis grain d'ailleurs, mais c'est du bruit, mais il est tellement peu chromatique que c'est assez beau. Au final, je me suis surtout rendu compte que le fait de changer de taille de capteur était aussi intéressant à intégrer en narration, dans la création d'un plan. C'est-à-dire que je peux choisir de passer en grand capteur pour perdre la profondeur de champ. Je peux aussi choisir la distance que ça me donne avec la focale, mais du coup la distance que ça me donne avec le sujet que je filme. Comme je disais, j'étais en train de penser à une configuration de tournage dans un appartement, donc avec des possibilités de recul limitées. Et donc je pense que j'aurais pas pu faire tout le film en 8K, mais par contre, je vois pas pourquoi je dois choisir la taille de capteur que je vais utiliser pour tout le film. Si j'ai un plan que je veux avec de la profondeur de champ, je peux jouer du capteur. Si je veux travailler sur un beau plan large en basse lumière avec un visage qui se découpe dans la pénombre, là je peux basculer en 8K. Et en fait, il faut jongler à l'intérieur de ce que ça provoque, aussi ce que ça veut dire pour changer les focales bien sûr, mais penser à un plan, c'est penser à la distance avec le sujet, le diaph, la focale, à l'intérieur du capteur qu'on choisit. À l'étalonnage, ça se passe très bien, il n'y a absolument aucun problème lié à ce changement-là de capteur. Je trouve que même d'avoir une FX6, enfin, en caméra B ou C, si on n'a pas les moyens d'avoir 2 corps caméra, ça suit aussi en vrai. Là, on avait effectivement, du coup, il y a le bloc arrière qui part avec la Sony Venice 2, donc on gagne un peu de temps. Après, finalement, sur le tournage, je pense que c'était pas là dans les essais, mais on aurait pu aussi penser au Rialto. Enfin, moi, je trouve que le Rialto, surtout sur les configurations voiture, par exemple, enfin, ça, c'est vraiment très avantageux de pouvoir choisir l'encombrement d'une caméra et même l'encombrement d'une caméra suivant certaines scènes. Il y a quand même des fois une intimité, une accroche, un extérieur salle de bain, une intérieur salle de bain, un intérieur chambre. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose aussi à comment est-ce qu'on arrive devant un comédien, comment est-ce qu'on arrive face à une scène.
À quelle distance, une fois de plus, avec quel volume de caméra. Ça c'est important de tenir compte de ça. Ouais. Alors là, sur les essais que vous pouvez voir, le personnage est plutôt dans l'ombre, soit en contre-jour, soit très peu éclairé. Donc c'est intéressant de regarder surtout la partie du visage non éclairé et de voir vraiment la finesse des transitions dans les basses lumières, comment le visage est toujours là, comment la couleur de peau résiste, dans des transitions vraiment fines qui, je pense, poussent le regard et font lire le plan peut-être un peu plus longtemps que s'il y avait moins de définition, parce qu'on a un plaisir à aller chercher avec nos yeux tous ces détails qui peuvent permettre une lecture de plan différente. En tout cas, ça peut permettre au monteur de choisir une durée de plan. Et je trouve que du coup, c'est aussi le cinéma. C'est ça, c'est de faire pousser le regard, d'aller chercher un peu loin et avoir du plaisir à contempler l'image et pas à juste la recevoir. Suite à ces tests, c'est très enthousiasmant de considérer la Sony Venice 1 ou 2 sur un prochain tournage. Femmes à la caméra, c'est un collectif dans lequel toutes les femmes qui sont liées à la caméra, que ce soit des électriciennes, des machinistes, des assistantes caméra, des chefs opératrices et aussi des étudiantes qui se destinent à ces métiers-là, se rejoignent pour discuter. L'idée, c'est d'échanger et de discuter ensemble de nos métiers, de comment ils se pratiquent, avec évidemment des thèmes qui nous tiennent à cœur, comme la parité. Voilà, en 2019, il y avait 11% de films éclairés par une femme, donc on est quand même loin du 50-50 en 2020. Il y a aussi des thèmes de discussion ou des solutions trouvées en cas de harcèlement sur des tournages. Et il y a aussi un échange très fort de notre pratique. Notamment, il n'y a pas si longtemps, l'atelier Femmes à la caméra a organisé au micro-salon un workshop sur l'ergonomie. Tous les systèmes qui existent pour porter une caméra. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi parce que les loueurs investissent moins sur les vestes à notre taille ou sur les solutions pour nous alors qu'on est tout aussi demandeuses que les hommes. C'est un endroit de discussion et de partage d'informations qui est très enrichissant et très stimulant, qui donne beaucoup de force. Et surtout, il y a une notion importante, c'est la représentation. Parce que quand on tape chef opérateur sur Google, on a toujours un peu l'image de l'homme derrière la caméra parce qu'il connaît la technique et qu'il sait porter. En fait, on est très nombreuses à pouvoir faire ce métier, mais cette image-là, on la voit pas beaucoup. Donc on alimente aussi le site internet de nous en tournage, de nous à côté d'une caméra pour dire que c'est possible et pour que les étudiantes se disent que c'est possible de faire ce métier.